Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices de Strasbourg, de France, d'Europe, du monde et de tout l'univers. Dans ce podcast, nous allons parler aujourd'hui de laïcité, son histoire, pourquoi et comment elle s'est imposée, quels sont les enjeux de pouvoir, qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce que la notion de la laïcité dit de nous, qu'est-ce qu'on essaie de lui faire dire aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une question, tout à fait rhétorique bien sûr, puisque je vais vous donner immédiatement la réponse après l'inflexion de ma voix qui va appuyer le point d'interrogation. Est-ce que vous savez pourquoi les moines et les abbés ont le droit de brasser la bière dans les abbayes ? Question étrange en soi, parce que quand on entend bière et abbaye dans la même phrase, on a plutôt en tête un demi d'une bonne boisson sur une terrasse, un brassage de qualité, une dégustation, tout en toute déconstruction. Mais vous vous en doutez, si en 2025 une bière d'abbaye est un classique, au IXe siècle, le brassage est un enjeu politique. C'est une ligne de marquage entre le pouvoir impérial de Charlemagne et le pape de son époque. Avant d'aller plus loin, cela nécessite un petit retour en arrière pour en comprendre la symbolique et la dynamique. Depuis l'empereur Constantin, la religion d'État a changé d'objet. Du culte à l'empereur, on est passé au culte chrétien, celui qui deviendra l'Église catholique romaine. Une église qui partagera le pouvoir avec les empereurs via les évêchés, ce qui amènera un bon nombre de redistributions du pouvoir dans l'Empire, puis dans les empires romains, celui d'Occident et celui d'Orient. Il est de notoriété publique que le vin a une très grande symbolique pour les chrétiens. Le pain, le vin, associés à la figure du Christ et à son dernier repas. Des aliments qui ont pris une place centrale dans les rites, au point que pour les Romains, boire du vin était devenu un acte de foi. Même si dès le début de l'impérialisme romain, la boisson de Bacchus a été l'origine de grandes fortunes des patriarches romains. En tout cas, boire du vin était l'acte de personnes civilisées, respectueuses des traditions et renforce ce qui fait lien dans la civilisation romaine, le religiare. Alors que la bière, la cervoise, toutes les boissons qui trouvent leur origine dans une autre chose que le sang du Christ, est une boisson de barbares, de païens, sans respect pour la civilisation, et dans la déliaison politique et religieuse. La bière, la cervoise en tête, puisque ce sont essentiellement elles qui sont visées, sont un vrai marqueur de civilisation. Une consommation qui a permis la distinction des bons romains catholiques et des barbares, dont la plupart étaient devenus chrétiens parce qu'ils étaient des peuples fédérés. Mais bon, des buveurs de bière à peine intégrés, et malheur de malheur, ils ne participaient pas à la fortune des patriciens. Ces riches propriétaires terriens qui avaient tout pouvoir au Sénat, ou alors l'oreille de l'empereur, religion et pouvoir politique, etc., etc. Le gros problème a commencé quand le pouvoir politique a glissé des mains des grandes familles romaines à celles des seigneurs barbares qui commandaient les armées aux frontières de l'Empire. Les peuples coalisés comme les Burgondes, les Goths, les Visigoths, les Francs, tous des buveurs de bière. Une histoire très mouvementée et qui semble se stabiliser au IXe siècle à l'avènement de Charlemagne et son empire romain. En plus, la place du pape et de la religion était assez vacillante, au point que Charlemagne a dû abriter le souverain pontife et le remettre en place par la force. On pourrait croire que le couronnement impérial a été le point final, mais en fait, comme le pouvoir religieux a mis la main sur le calendrier et a posé la couronne au nom de Dieu, c'est un retour au pouvoir du catholicisme. Il a fallu que Charlemagne trouve un moyen symbolique d'affirmer son pouvoir. Imposer la bière comme une boisson chrétienne est une idée qui, même si elle ne remplace pas le vin, dans les cultes, symboliquement, ramène les barbares de la chrétienté et la civilisation. Ainsi, autoriser les abbayes a été le moyen pour le pouvoir politique d'imposer un symbole à la chrétienté, en plus d'amener des croyants aux abbés. De partager un peu plus les richesses entre le sud et le nord de l'Empire, mais surtout d'imposer son pouvoir régalien envers et contre celui du pape, puisque ce dernier n'a pas pu s'opposer à l'empereur. Cet exemple, parmi d'autres, montre que le pouvoir politique et religieux ont toujours été en tension, ayant besoin l'un de l'autre, même si chacun cherche à prendre le dessus sur l'autre. Nous allons aborder une de ces tensions qui a aussi sa propre histoire et qui a cette nouveauté de distinguer la religion et le pouvoir politique. Réduisant le spirituel à la sphère privée, la loi de 1905, dite loi de séparation, que l'on assimile actuellement à la loi de laïcité. Cette laïcité est une notion qui est l'objet de nombreux discours, de nombreuses utilisations pour soutenir toute forme de discours et d'idéologie.
Nous allons aborder cette histoire, ces questions et leur actualité aujourd'hui avec un professeur strasbourgeois, spécialiste de cette question de laïcité, de par ses travaux de recherche, les cours qu'il donne et son travail d'accompagnement dans des établissements accueillant des publics, des établissements scolaires, mais aussi du social, qui accueillent des enfants et des adolescents de toute origine et qui se demandent entre autres comment la religion peut participer au vivre ensemble. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Donc, je suis Bruno Michon, je suis sociologue et chargé de recherche et de développement à l'ESEIS, qui est l'école de travail social de Strasbourg, et maître de conférences associé à l'université de Strasbourg. D'accord. Du coup, en quoi, comment est-ce que vous définiriez la laïcité et comment est-ce qu'on définit en général la laïcité et comment vous la définiriez ? C'est une bonne question, puisque la particularité de ce principe, c'est qu'il n'y a pas de définition dans la loi. Il y a une définition qui a été proposée par l'Observatoire de la laïcité 2000, je peux de dire une bêtise, mais 2014-2015, qui fait de la laïcité le principe qui permet d'autoriser d'autoriser la liberté de conscience et d'autoriser toutes les opinions. Alors là, j'ai pas en tête exactement la définition, mais c'est la définition qui est reprise très majoritairement sur les sites des différents ministères et entre autres du ministère de l'Éducation nationale. Qui est pas mal, mais qui est relativement restrictive, qui est justement l'inverse, qui est très large. Donc on peut pas, pour une application concrète, c'est un peu compliqué. Moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Jean Bobéro, qui va définir la laïcité comme le principe de gestion des relations entre les institutions religieuses et l'État, principe commandé par deux objectifs et deux moyens, les deux objectifs étant la liberté de conscience et l'égalité de tous et toutes, et les moyens étant la séparation de l'Église et de l'État, et de l'autre côté, la neutralité de l'État, de la puissance publique, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des institutions religieuses, de la religion de manière générale, qui s'applique aux fonctionnaires. D'accord. Justement, en 1905, on a voté la loi de séparation de l'Église et de l'État. Dans les discours, on situe souvent là l'origine de la laïcité. Est-ce que c'est vraiment de là que vient cette notion ? Ouais, c'est une bonne question. Alors évidemment, ça précède, puisque le terme laïque, on le trouve on le trouve au départ, c'est un mot grec, laos, qui est le pendant un peu foutoir du démos. Le démos, c'est le peuple organisé, démocratique, comme le nom démocratie l'indique, et le laos, c'est la foule, la populace, etc. Repris au Moyen-Âge pour la distinction entre les laïcs et le clergé, donc les professionnels du religieux qui sont ordonnés, le clergé, et ceux qui ne le sont pas, les laïcs. Et puis comme ça, de fil en aiguille, va émerger un concept d'abord de laïcisation, puis de laïcité, dans cette idée que l'État doit se séparer de la chose religieuse pour pouvoir permettre aux citoyens de vivre mieux, pour le faire vite. Donc ça, c'est un héritage des Lumières, qui va se stabiliser tout au long du XIXe siècle, à partir de la Révolution, et puis dans la construction des premières, deuxième et troisième républiques, quoi. Dans quel contexte politique et social la loi de 1905 elle a été votée ? Voire même contexte religieux aussi, parce que... Alors oui, c'est une vaste question, puisque donc les républicains reviennent au pouvoir en 1870-71, et c'est l'instigation de la Troisième République, sur les décombres de l'empire de Napoléon III, sur les décombres de la guerre franco-prussienne.
Et en revenant au pouvoir, les Républicains, alors évidemment les Républicains c'est compliqué, c'est complexe, on va résumer, mais grosso modo, Ça commence après 1870. c'est ça, ils estiment qu'il va falloir séparer l'Église catholique, le pouvoir, la domination de l'Église catholique de l'État. Et pour ce faire, ils vont pas commencer par 1905, ils vont d'abord commencer par quelque chose qu'on connaît tous, qui est l'école laïque gratuite et obligatoire de Jules Ferry. Donc entre 1876 et 1880 et quelques, les grandes lois Ferry. Et puis c'est que dans un deuxième temps qu'ils vont avoir l'opportunité politique d'un côté, et puis qui vont sentir aussi le pays peut-être plus prêt à ça. Et donc 1905, effectivement, c'est une petite fenêtre durant laquelle le président de la République de l'époque Combes, va proposer une première version d'une loi de séparation très dure, qui va pas être retenue. Puis il va confier à Aristide Briand une mission parlementaire qui est d'essayer de trouver un accord avec les forces en présence dans la Troisième République, qui était une république, contrairement à la Cinquième République, beaucoup plus, comment on appelle ça, qui nécessitait des accords entre partis pour pouvoir gouverner. Oui. Et donc Aristide Briand va faire un travail, exceptionnel pour réussir grosso modo à obtenir une partie des voix des catholiques modérés, une partie des voix de son extrême gauche qui voulait une loi beaucoup plus dure contre la religion catholique, et va produire ce texte fondamental de notre République qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Quelle a été l'évolution des discours sur la laïcité ? Je pense notamment, surtout depuis les années 80, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui réapparaît beaucoup à partir de ce moment-là. J'ai une impression à partir du moment où il y a les manifestations des écoles privées. Alors, ouais, bon... Peut-être plus tôt, je sais pas. Bon, plutôt plus tard. Plus tard. La loi Savary, d'un côté, qui va essayer de couper les subsides des écoles privées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après la Première Guerre mondiale, grosso modo, la laïcité est moins un enjeu politique fondamental et clivant du monde politique français que ce ne le fut durant tout le 19e siècle. Voilà. Mourir ensemble dans les tranchées a eu peut-être ce mérite-là d'apaiser un petit peu ces questions-là. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Arroser le résident. C'est ça. Voilà, on meurt tous ensemble. Peut-être peut-on aussi vivre ensemble sous la République. Certains sociologues ou historiens parlent de laïcisation de la laïcité, c'est-à-dire qu'on sort d'une laïcité de combat. En parallèle, la sécularisation, donc la perte d'influence de la religion sur les différentes sphères sociales gagne du terrain. Les Français sont de moins en moins pratiquants, croyants aussi pour une partie d'entre eux. Donc la question religieuse est moins prégnante dans la société. Jusque dans les années 80, comme vous l'avez justement dit, où soudain, la question laïque ressort comme un diable de sa boîte. Et cette période est toujours actuelle. Elle ressort, entre autres, pour donner du sens... peut-être pas donner du sens, mais face
à des revendications de citoyens musulmans et citoyennes musulmanes. Et souvent, l'un des points qu'on fait ressortir comme le moment de bascule où la laïcité redevient une question centrale dans la politique, c'est 1989, avec la première affaire du foulard islamique à l'école. On est à Creil, en Essonne. C'était ça votre question ? Oui, puis après, de toute façon, il y a l'idée, c'était de se demander aussi quelles étaient les grandes différences entre la laïcité maintenant et Tout à fait, à l'époque. merci. Et donc, inévitablement, presque 100 ans se sont écoulés depuis les grandes lois de la laïcité à ce moment-là. La société n'est plus la même et la question cruciale qui se pose à la République à ce moment-là, c'est celle posée par la présence sur le sol français d'une religion nouvelle, point d'interrogation, parce que des musulmans, il y en a en France bien avant 1989, et qui va obliger la République à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces revendications liées à la construction de lieux de culte, liées à la pratique du culte musulman, le halal, alors ça va venir un peu plus tard, mais voilà, le port du voile, comme on l'a dit, et qui va rentrer en choc frontal avec cette sécularisation, cette république qui se méfie comme de la peste de la chose religieuse depuis les grands combats laïques du 19e siècle, et qui va pas trop comprendre ces revendications. Et donc ça va obliger à repenser un peu la laïcité, et donc vont émerger effectivement des interprétations divergentes de la laïcité, certaines interprétations, on va dire, plus libérales, tournées vers la liberté de conscience. Voilà, le job de la laïcité, c'est de permettre à tous et à toutes de pouvoir exprimer sa religion ou sa non-religion, et d'autres plus tournées vers ce que Jean Bobéro appelle une laïcité identitaire, d'une part, et d'autre part, une laïcité émancipatrice. Pour la laïcité identitaire, ça se rapproche un petit peu de ce qu'Edgar Morin appelle la catho-laïcité, c'est-à-dire une laïcité qui, sous couvert de neutralité, avantage la religion culturellement la plus prégnante dans le pays, qui est la religion catholique. Il suffit de regarder les jours fériés que nous chômons. Ce sont majoritairement des jours fériés catholiques. L'organisation de la semaine. Voilà, toute la République est imprégnée, et nous-mêmes, Français, chacune, dans notre fort intérieur, on est souvent imprégnés de cette culture-là. Et donc, effectivement, un certain nombre de minorités religieuses, et entre autres les musulmans, mais pas uniquement, interrogent cet avantage et cette catho-laïcité. Donc ça, c'est la laïcité identitaire. Et puis une autre grande interprétation de la laïcité, qui est la laïcité émancipatrice, qui a donné, entre autres, la loi de 2004 contre le port de signes religieux ostentatoires à l'école, et qui va poser quoi ? Qui va poser le fait que la République est là pour permettre à chacun et à chacune de s'émanciper de ce qui les empêche d'être réellement des citoyens libres et éclairés. La religion empêchant souvent, pas tout le temps, mais les citoyens, et peut-être surtout les citoyennes, de s'émanciper, c'est son rôle de permettre à ces citoyens et ces citoyennes de s'ouvrir à d'autres réalités, et peut-être à s'émanciper un petit peu d'un cadre très normatif, voire patriarcal, etc. C'est un peu ça dans les débats de la commission Stasi en 2004, au moment du vote de la loi port des signes religieux ostentatoires, qui a présidé à la proposition de loi. Il faut permettre aux Français, et surtout aux Françaises,
de grandir dans un espace scolaire neutre pour pouvoir bien apprendre et pour pouvoir devenir des citoyennes et des citoyens libres et émancipés. Mais si je me rappelle bien, sur la défense justement de la loi de 2004, il y a eu pas mal de personnes qui parlaient aussi de... ils parlaient pas seulement d'émancipation, ils parlaient aussi de... J'arrive pas à trouver le mot exact, mais que ça empêchait que les signes ostentatoires, c'était aussi une forme de prosélytisme. Mm. Alors, effectivement, ça fait partie de tout ça. Et derrière cette question, il y a la question de ça veut dire quoi c'est quoi ce concept, ce principe de neutralité Et surtout à qui ça s'adresse. et surtout à qui ça s'adresse. Parce qu'effectivement, avant 2004, les règles qui s'adressaient à la population scolaire étaient relativement floues. Si on était fonctionnaire, la neutralité s'imposait. Si on était élève, elle ne s'imposait pas. Mais la circulaire Jospin de 98, je crois, laissait les chefs d'établissement décider du degré de neutralité qu'ils souhaitaient imposer à leurs élèves. Évidemment, le personnel scolaire n'était pas hyper à l'aise avec cette liberté qui leur était laissée, et donc ils ont demandé à ce qu'on légifère et qu'on choisisse, on a le droit, on n'a pas le droit, mais qu'il y ait une règle claire pour tout le monde. On aime bien en France quand c'est partout pareil. Et donc effectivement dans les débats parmi les débats autour des signes religieux, alors au moment de cette loi, mais plus généralement en France jusqu'à aujourd'hui, on le voit beaucoup dans le travail social par exemple, est-ce qu'une travailleuse sociale voilée peut bien prendre en charge un accompagnement, une personne, est-ce que le voile constitue en soi un signe prosélyte ou un signe qui empêche une certaine neutralité dans l'accompagnement. Et évidemment, là, grande partie des Français et du personnel politique et médiatique répondent que oui, c'est un signe prosélyte, ce qui est quand même, qui fait de nous quand même relativement des exceptions à l'échelle du monde. Donc c'est en effet ça l'un des aspects importants sur cette question de prosélyte, pas prosélyte. Et ça a effectivement été un des arguments pour faire voter la loi en 2004. Ouais. D'accord. Parce que actuellement, depuis justement cette loi de 2004, actuellement on parle beaucoup de problèmes de la laïcité. On parle des problèmes en même temps que des problèmes d'intégration. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la laïcité pour promouvoir une certaine idéologie, une certaine politique ? Alors, je vais faire une réponse en deux temps, puisque donc il y a le sociologue qui va répondre que c'est évident que la laïcité a toujours été un instrument, donc instrumentalisé par une partie du corps politique contre une autre partie du corps politique. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et donc aujourd'hui, ce concept-là nous semble aller de soi, et ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est que l'intégralité du corps politique défend la laïcité. De l'extrême gauche à l'extrême droite, la laïcité est devenue un principe qui fait consensus dans toute la République. Ça, c'est nouveau. Jusque dans les années 80, l'extrême droite française était très largement anti-laïque, car proche du catholicisme, qui lui-même était très critique vis-à-vis de ce concept. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc ça c'est nouveau, et je me souviens plus de la question. C'est l'instrumentalisation de la Oui. laïcité. Donc, pour soutenir certains discours. Voilà, donc il y a un côté historique et sociologique qui dit en fait la laïcité a toujours été instrumentalisée comme principe républicain. Ce qu'on constate toutefois aujourd'hui, c'est que si on considère simplement les textes
de loi, ce qu'on fait de la laïcité est problématique à plusieurs égards. L'obligation, l'extension du domaine de la neutralité, qui dans les textes s'applique uniquement à l'État et voilà, à certaines structures qui ont des délégations de services publics, mais c'est très particulier, hein, la CAF, France Travail, etc. Donc voilà, il y a une extension de ce domaine de la réalité dans le discours, de la neutralité dans le discours. Et aussi dans les faits, c'est-à-dire que de plus en plus de règlements intérieurs d'entreprises, donc moi qui connais plus l'intervention sociale, aussi d'associations, vont demander aux salariés d'être neutres. Ce qui est une interprétation quand même relativement interrogeante de ce que c'est que la laïcité à l'origine et de l'esprit de la laïcité tel que l'a défendu Aristide Briand à la tribune. Et donc, ma réponse est oui, il y a une forme d'instrumentalisation et une évolution de la laïcité qui a toujours évolué, mais qui pose question aujourd'hui par rapport au principe tel qu'il est inscrit dans la loi. D'accord. Dans les établissements scolaires, vous parlez des établissements du social ou des autres établissements. Est-ce que la laïcité peut se poser comme problème? Est-ce que ces problèmes, d'après ce que vous savez, d'après vos interventions, sont plus de nature discriminante? Ou est-ce que c'est des problèmes d'affirmation de sa foi? Ou est-ce que c'est d'autres problèmes qui se posent? Je parle de problèmes en tant que problématique. Je ne pense pas que, effectivement... Oui. Alors, effectivement, il y a la religion et la laïcité posent des questions. Alors, dans le domaine scolaire, c'est évident, hein, il suffit d'allumer sa radio et tous les 6 mois, on a un problème lié aux abayas, lié aux accompagnatrices scolaires, lié à je sais pas quoi. Voilà, donc il y a effectivement ce type-là de problème dans le domaine scolaire. Dans le domaine social... je sais pas, par exemple, là j'étais en formation dans un foyer d'action éducative dans lequel il y a des enfants placés. Ces enfants-là ont une religion et très régulièrement je suis interpellé sur est-ce qu'on a le droit de faire du repas halal, est-ce qu'un enfant placé peut porter le voile. Évidemment, j'en ai déjà parlé, est-ce qu'une professionnelle, une éducatrice peut porter le voile? Ou comment est-ce qu'on s'organise pour Ramadan? Toutes ces questions-là sont omniprésentes aujourd'hui dans notre société et donc inévitablement dans le domaine éducatif et social. Est-ce que ces questions, ça vient surtout d'une ignorance par rapport aux normes de la laïcité ou même une inquiétude de chacun par rapport à son propre positionnement dans le cadre de la laïcité ou dans le cadre de la religion? Oui, évidemment. Moi, ce que je constate depuis que je fais des recherches sur cette question et depuis que j'interviens beaucoup sur cette question, c'est que la religion est un sujet tabou et que souvent on va utiliser la laïcité comme un principe qu'on comprend pas trop mais qui nous permet d'évacuer le problème. Non, mais nous on est laïque, donc on est neutre. Ce qui est faux. Juridiquement, ce qui est faux philosophiquement, mais qui est bien pratique. Ça s'explique évidemment par l'héritage très lourd que la France a avec la religion catholique, cette méfiance dont la République s'est construite, entre autres, contre une institution qui cherchait à prendre le pouvoir ou à remettre un roi sur le trône de France, peu importe, etc. Et donc, on comprend d'où vient cette méfiance. Aujourd'hui, il y a quand même relativement peu de catholiques qui veulent remettre un roi sur le trône de France. Relativement peu de musulmans qui veulent appliquer la charia en France. Et malgré tout, on a cette crainte très forte vis-à-vis de la religion en général.
c'est le religieux qui est bizarre en France, ce qui fait de nous un peu des aliens à l'échelle du monde, ce qui interroge, voilà. Donc, par rapport à la question que vous posiez, qui était... Est-ce que ces problèmes sont de nature discriminatoire ou est-ce que c'est un problème d'affirmation de sa foi ou un peu tout ça ou d'autres choses encore? Euh, alors, et donc, cette facilité avec laquelle on évoque et on invoque et on brandit la laïcité provoque une exclusion, entre autres, du signe religieux, mais souvent par là même aussi de la question religieuse, des différents espaces dans lesquels ils se déploient, que ce soit l'espace scolaire, que ce soit l'espace de l'entreprise, que ce soit l'espace associatif, etc. Est-ce que c'est de la discrimination? C'est compliqué de le dire de manière aussi l'emporte-pièce, parce que c'est défini dans la loi, la discrimination, ça peut l'être. Il peut y avoir des discriminations liées à la religion, mais la loi permet aussi de limiter le port de signes religieux, etc. Donc pas forcément de discrimination. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître que dans un certain nombre de situations, on a des personnes extrêmement croyantes, rigoristes, fondamentalistes, ce qui est autorisé en démocratie, rappelons-le quand même, mais qui vont avoir des exigences qui sont parfois difficilement compatibles avec l'exercice d'un métier, avec l'organisation d'un service, etc. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc, comme souvent dans notre société, c'est une question d'équilibre. C'est vrai que l'équilibre penche quand même plutôt en France aujourd'hui vers une exclusion du religieux de plus en plus de sphères. D'accord. Comment est-ce qu'on travaille avec les établissements ou dans les établissements quand ces difficultés arrivent ou se présentent ou même explosent à la figure un peu des gens? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que le mieux, c'est quand même de se poser la question de comment on travaille ces questions-là avant que ça explose. Comme vous l'avez dit, je crois que c'était une des questions là d'ailleurs, c'est que les gens souvent ils réagissent avec leur tripes, avec leur histoire. Si j'ai été élevé par une famille qui déteste la religion, qui sont bouffeurs de curés et lecteurs de Charlie Hebdo depuis 30 générations, je vais pas avoir le même rapport à ces questions-là que mon collègue catholique pratiquant, élevé dans la foi, etc. Ce qui, pour une question de cohérence éducative, est quand même... alors là, je me situe dans le travail social, par exemple, et très problématique. Donc, les identités propres de chacun sont souvent le vecteur premier de comment je vais bosser ces questions-là. C'est pas tenable. Donc, moi, ce que je fais quand j'interviens dans une structure, c'est que je leur dis, bon... Posez-vous la question de quelle est votre histoire personnelle à chacun, chacune, vis-à-vis de ça. Et on échange autour de ça. Échanger autour de ses convictions personnelles sur la question de la religion et de la laïcité, c'est assez rare. Parce que, encore une fois, la religion est un tabou. On peut travailler pendant 30 ans avec quelqu'un sans absolument savoir quelle foi il a. Ça permet de voir que cette pluralité des rapports personnels à la religion, elle impacte effectivement la façon dont je vais répondre à Kevin quand Kevin me dit « Oh putain, là j'ai découvert l'islam, est-ce que tu peux me rapporter un Coran ?» Chacun, en fonction de son histoire personnelle, il va répondre différemment à cette question. Donc je commence par ça, et puis ensuite, je pense qu'il faut travailler sur... C'est quoi que nous voulons faire? C'est quoi la place du religieux dans notre structure? Et là, évidemment, ça dépend de la structure, de sa mission, mais c'est une question qu'il faut mieux poser avant que ça explose. Et si ça a explosé, comme dans toute bonne gestion de conflit, on essaye de comprendre d'où vient le problème et de reposer, de faire médiation et de reposer un peu les grands enjeux qui ont amené à
à cette explosion. Souvent, il n'y a pas qu'une question religieuse qui émerge. La question religieuse est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a souvent beaucoup d'autres problématiques qui sont sous-tendues, ce qui fait qu'on tombe un peu dans un panier de crabes quand on intervient dans des situations brûlantes dans lesquelles la religion a été le déclencheur de la crise. Mais grosso modo, c'est pas l'étincelle qui est intéressante, c'est le sac de poudre qui est derrière. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils comprennent mieux la notion de laïcité et les termes qui y sont liés? Est-ce que vous pouvez être plus précis? L'idée, c'est je pense, recentrer vraiment sur ce que c'est que déjà la question de la neutralité de l'État, de la laïcité aussi qu'on compare souvent sur la liberté de conscience, ou des choses, on parle souvent de liberté de conscience ou des choses comme ça, et donc du coup, c'est dire aussi que la religion, effectivement, on parlait beaucoup de la religion musulmane, mais quand on regarde les protestants, les catholiques et même les juifs, il y a plein de mouvements en interne qui sont, certains qui sont très, très ouverts. Je pense notamment, par exemple, chez les musulmans aux Alévis, il y en a beaucoup qui sont très fondamentalistes. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, ne serait-ce que pour assurer que la religion, c'est pas forcément le gros problème, quoi. Alors, il y a deux questions en une. Hein. La Oui. première question, c'était qu'est-ce qu'on peut dire sur la laïcité? Alors, je vais peut-être revenir avant d'aller sur la question de la religion, mais l'article 1 de la loi de 1905 stipule la République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes. C'est l'article 1. C'est-à-dire qu'Aristide Briand, dans la négociation brillante, pardon du jeu de mots, un peu moisi, qu'il fait, va dire, en fait, l'objectif de la séparation des églises et de l'État, c'est pas de faire de la religion un truc uniquement privé, chacun pour soi, etc. L'objectif, c'est de permettre à l'État et à la religion de vivre chacun de son côté, sans chercher à trop s'influencer. Parce qu'évidemment, il va y avoir des limites à ça. Donc, premier article, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. C'est-à-dire que si je ne suis pas libre de pratiquer mon culte, j'ai le droit de me plaindre à la République. Ça veut dire ça, cet article 1. Et dans l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et donc cet article 2, il vient séparer les religions et l'État, puisque le mot est fort, la République ne reconnaît aucun culte. C'est un mot qui est extrêmement fort. Mais tout de suite après, le législateur continue en disant, sauf pour des services d'aumônerie, dans des lycées, des collèges, des écoles, des hospices, des prisons, des asiles, c'est les termes de l'époque, et ça dès l'article 2. Donc dès l'article 2, en fait, le législateur nous dit, attends, dans un certain nombre de situations, le citoyen, la citoyenne ne sont pas libres en conscience. On ne peut pas leur assurer ce qu'on a promis dans l'article 1. Et bien dans ce cas, la République reconnaît, salarie et subventionne des cultes par le biais d'aumôniers. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui donne, je trouve, le sens philosophique de la laïcité. La fin de la laïcité, l'objectif de la laïcité, c'est bien la liberté de conscience. La neutralité et la séparation ne sont que des moyens pour atteindre cette fin. Ce qu'on peut peut-être dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'effectivement, la laïcité est là pour permettre à ces différents rapports aux religieux, plus ou moins libéral, plus ou moins rigoriste, fondamentaliste, d'exister dans la République, dans le respect des lois de la République.
Et ça, c'est quelque chose qui a été acté, en 1905, hein. On laisse les religions s'organiser de manière propre, en interne, entre autres grâce à ces associations spécifiques, cultuelles, dites de loi 1905, hein, les autres assos étant de loi 1901, Mhm. qui sont associés à un certain nombre d'avantages, fiscaux entre autres, euh, mais aussi à une plus grande surveillance, et ce peut-être encore plus depuis la loi séparatisme de 2020 et quelques. On n'a pas parlé de celle-là encore. Euh, laïcité, source d'apaisement, de tension. Alors, la laïcité, source d'apaisement ou de tension, c'est compliqué de dire aujourd'hui que la laïcité est une source d'apaisement. Mm. Euh, Son utilisation euh, permanente dans le débat public pour pointer du doigt ceux qui ne seraient pas assez ou suffisamment laïques en fait un sujet de tension quand même très préoccupant aujourd'hui. Donc je dirais avant tout, euh, aujourd'hui c'est un sujet de tension. Euh, Ce qu'il faut rappeler, ce que Jean Bobéro appelle le pacte laïque, c'est cette idée que la laïcité a été aussi une source d'apaisement pour sortir de cette guerre des deux France, hein, entre la France catholique et la France républicaine. Et la laïcité a été le moyen par lequel, justement, la République dit on arrête de se faire la guerre. Toi, religion, tu vis ta vie comme tu le veux. Moi, je vis ma vie comme je le veux. Tout ira pour le mieux. Ce qu'on peut peut-être appeler de nos voeux aujourd'hui, c'est une laïcité qui revient à sa source et à son esprit, qui est celui de l'apaisement. Mm. D'accord. Bah, ça rejoint la question suivante que je voulais poser. On va se donner le droit de rêver un tout petit peu. Et quels sont, dans un monde idéal, quelles sont les problématiques et les débats qu'on aimerait entendre à propos de la laïcité? Alors, dans un monde idéal, ce serait pas une problématique. Dans Mm. un monde idéal, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte de cette focalisation sur le signe extérieur, Mm. que je trouve souvent, pas tout le temps, mais quand même très souvent ridicule. Mm. Euh, je pense, et la majorité des pays dans le monde le pensent aussi comme ça, que le signe religieux ne dit rien de la qualité d'un professionnel, et que si je devais enfin si je pouvais claquer des doigts et changer quelque chose, je changerais cette focalisation qu'on a en France sur le signe religieux et qui aboutit à des choses vraiment d'un ridicule total. Oui, je pense qu'on peut être une très bonne éducatrice voilée, ou un très bon éducateur avec une kippa, ou même un élève voilé ou avec un signe religieux. Le problème n'est pas le signe. Le problème, à la limite, ce serait le comportement. Mais à force de vouloir prendre le problème le plus en amont possible, on en finit par tabouiser le sujet et on en arrive à des choses assez ridicules, comme en témoigne le débat sur l'abaya, par exemple. À partir de quand est-ce que c'est une abaya? Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, si je devais faire un rêve que je souhaiterais pour la France. Mm. Moi, du coup, il y a une question qui me vient parce que je me demandais aussi si dans le... Parce qu'à l'époque, quand on a voté la loi de 2014, c'était après une très très longue période où il y a des problèmes avec des femmes voilées qu'on voulait interdire d'aller au collège. Et je me suis posé la question si le fait de stigmatiser un certain public, les femmes voilées, et par leur intermédiaire de cibler les musulmans dans les débats, si c'est pas quelque chose qui a aussi renforcé une certaine euh,
Pas radicalité, mais une certaine un retour un peu plus de religieux. Ah, c'est-à-dire... Un stigmate, quoi. Enfin, si je me trompe pas, non. oui, oui, oui. Alors, je sais pas, est-ce que votre question c'est est-ce que le fait d'interdire le voile fait qu'il y a plus de voiles Oui, ou... ou qu'il y a que du coup il y a des personnes qui s'accrochent plus au fait de porter le voile plus par, euh, par un espèce de mouvement de révolte que par réel. Alors, ça c'est compliqué. On a des études hein, là-dessus qui montrent qu'il n'y a pas une seule raison Mhm, de porter le voile et qu'il y en a vraiment extrêmement beaucoup. Ce qui est certain, c'est que ça devient le port du voile un signe beaucoup plus engageant que dans d'autres pays. mhm. Et que donc décider de porter le voile en France est une forme de performance du corps beaucoup plus fort que dans d'autres pays, vu le contexte politique autour du voile. Euh, et est-ce que ça fait que plus de femmes vont porter le voile? C'est compliqué de le dire, puisque ça va quand même être très compliqué pour elles, hein, en Mhm. partie, de porter le voile, hein, en termes de difficultés à l'embauche ou de formation, voilà, etc. Donc voilà, je vais, je pense que ça a un effet. Je peux pas dire à quel point cet effet il est majeur ou pas dans le fait que... Je pensais par exemple, je faisais le parallèle aussi à une certaine époque, les communistes étaient très stigmatisés et du coup se revendiquer communiste mettait beaucoup plus en difficulté effectivement socialement ou même en recherche d'emploi, mais c'était vraiment une forme d'affirmation plus présente. C'était surtout à ça que c'était à ce type de parallèle que je pensais. Hmm. Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que la radicalité, alors je parle pas de radicalisation là, hein, parce que Oui, oui. c'est un terme compliqué, mais la radicalité religieuse s'inscrit dans un contexte social particulier, ce qui fait Mhm. qu'être radical en France, religieusement radical, hein, est différent de ce que ça veut dire que d'être radical en Mhm. Arabie Saoudite, par exemple. Ouais, ouais. Et que en France, effectivement, on a un certain nombre de personnes, alors musulmans, mais pas uniquement, qui vont affirmer leur foi de manière plus virulente pour déjà se faire entendre, mais aussi parce que le contexte social qui les entoure est beaucoup plus anti-religieux, ou en tout cas voilà, problématique vis-à-vis de leur religion. Ouais. Donc je pense que c'est une réalité, oui. Mhm. Ok. Bon, ben, j'ai une dernière question. Quelles sont les propositions que l'on peut faire pour que la laïcité puisse rentrer dans le débat public et permettre un débat public plus raisonnable et plus rationnel? Alors moi, il y a un truc que je crois vraiment, c'est sortir de notre petit nombril franco-français et regarder ce qui se passe ailleurs. Mm. Euh, que ce soit dans d'autres pays avec des lois de séparation, hein, comme les États-Unis, euh, voilà, qui est un contre-exemple et un contre-modèle vraiment très intéressant pour nous. Que ce soit des pays avec des systèmes de coopération entre les cultes, tels que l'Allemagne, par exemple, ou même des pays avec des systèmes de religion d'État, comme l'Angleterre, Mm. enfin le Royaume-Uni, mais qui ont un rapport aux religions au pluriel, peut-être plus détendu que ce qu'on a nous. Alors, faut pas idéaliser aucun de ces modèles. La France ne sera jamais ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, mais je trouve qu'on a tout à gagner à aller voir comment ça se passe de l'autre côté, pour reconsidérer peut-être un peu, se détendre un petit peu Mhm. vis-à-vis des religions. Il y a aussi, je pense, le modèle canadien, par exemple, où
Il y a une vraie tolérance au niveau des religions. Tout à fait. Voilà. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Moi, j'aimerais bien redire ce que j'avais dit avant, qui est c'est pas grave d'être croyant. La foi apporte à un certain nombre de nos concitoyens quelque chose d'hyper fort, d'hyper important. Cette foi, elle s'exprime de manière plus ou moins forte. Elle va avoir plus ou moins d'impact dans la vie de la personne et la vie des gens qui les entourent, mais il faut sortir un peu de cette parano autour de la religion et plutôt, en tout cas dans le secteur éducatif et social, faire de la religion pas un problème, mais un véritable levier dans l'accompagnement, et souvent, ça fonctionne vraiment très bien. D'accord, merci. Eh ben, merci à vous.